partie Qu'est-ce que les risques psychosociaux, présentée par Elina Rouet, psychologue du travail à la STIL. Ensuite, nous aurons, par le docteur Lebas, médecin du travail à la STIL, situé à Marquise. Dans une deuxième partie, nous aurons identifié et diminué les risques psychosociaux sur la santé des salariés, cette fois-ci présenté par Elina Rouet, psychologue du travail à la STIL. Et pour finir, d'un télétravail imposé à un télétravail encadré et volontaire, par Lucie Bâtonneau, qui est juriste au Quai des entreprises. Et nous aurons une dernière partie de questions-réponses. Vous pouvez tout au long de la présentation poser vos questions sur le chat. Donc, vous avez conversé tout en bas à gauche, tout en bas au centre de votre écran. Donc, vous cliquez sur converser et donc vous pouvez poser vos questions. Nous y répondrons à la fin du webinaire ou si nous n'avons pas le temps, nous reviendrons vers vous par mail. Dans tous les cas, le support de présentation vous sera transmis à l'issue de la présentation. Donc, je vais laisser la première partie au docteur Lebas. Bonjour. On va donc commencer par définir les RPS, risques psychosociaux. Qu'est-ce que les RPS? Si on reprend la définition de Michel Golac, ce sont tous les éléments qui portent atteinte à la santé mentale, physique et sociale dans l'environnement de travail. On est donc bien à l'interface de l'individu, c'est la partie psycho, et des situations de travail, c'est la partie socio. Les RPS sont donc toujours des causes communes liées aux conditions dans lesquelles s'exerce le travail, à l'organisation du travail et aux relations entre individus. Il existe différents types de RPS. Tout d'abord, les situations de stress qui surviennent quand il existe un déséquilibre entre les contraintes et les ressources dont dispose la personne pour y faire face. Le syndrome d'épuisement professionnel que l'on appelle aussi burn-out, les violences verbales ou physiques, internes ou externes, et enfin toutes les situations de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel. Les RPS portent donc atteinte à la vie professionnelle, mais peuvent aussi avoir un impact sur la vie familiale et sociale. Les conséquences sur la santé, tout d'abord les atteintes psychiques avec les troubles comportementaux, violences, troubles du comportement alimentaire, addiction. Les troubles émotionnels et psychologiques qui vont de la nervosité, de l'anxiété au suicide. Et enfin, les troubles intellectuels avec les difficultés de concentration, les troubles de mémoire. Les atteintes physiques sont multiples et variées. Ça peut être des troubles du sommeil, de la fatigue, des problèmes cutanés, des TMS, des palpitations, des troubles digestifs. Et ne pas oublier non plus que les RPS peuvent être source d'accidents du travail. Toutes ces atteintes affectent les individus avec un niveau variable et différent d'une personne à l'autre. Merci, docteur Lebas, pour cette présentation assez brève des risques psychosociaux. Comme ça, on pose le contexte. Qu'est-ce que les risques psychosociaux? Je vais donc donner la parole à ma collègue, Madame Rouet. Comment puis-je prévenir les risques psychosociaux au sein de mon entreprise? Eh bien, tout simplement en allant étudier, en allant analyser 6 facteurs qui rentrent en jeu dans l'apparition des risques psychosociaux. Donc, je vous propose tout simplement de les balayer ensemble et à l'intérieur de ces 6 facteurs, de voir les risques qui sont en jeu dans le cadre du télétravail, puisqu'aujourd'hui, on va s'intéresser au télétravail, et de vous exposer quelques plans d'action, de mesures, de précautions pour limiter les risques qu'on va étudier ensemble. Donc, on va démarrer par le premier facteur qui va être l'intensité et le temps de travail, qui est le plus grand, on va dire, des 6 facteurs, en tout cas qui inclut pas mal de choses, puisque dedans, on va retrouver la charge de travail, la densité, la conciliation vie pro, vie perso,
On va retrouver aussi tout ce qui concerne le management et l'implantation des locaux, entre autres. Donc, face au télétravail, le risque, c'est l'hyperconnexion, le déséquilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, puisqu'on va avoir un bouleversement du temps et de l'espace entre le travail et les activités privées. On peut être aussi amené à faire des horaires en décalé, puisqu'on travaille de chez soi, et être face à une baisse de productivité, puisque en télétravail, on peut être amené à pas forcément réaliser la même charge de travail que quand on est en présentiel au bureau. Alors, quelques idées de mesures, bien entendu, sur toutes ces mesures, qu'elles soient liées à ce facteur-là ou aux autres, la liste n'est pas exhaustive. Le but, c'est de vous donner quelques idées de pistes. Donc, concernant l'intensité temps de travail, par rapport au télétravail, on vous propose de penser à conseiller, sensibiliser les salariés sur le télétravail, donc en leur indiquant de s'installer dans un espace dédié afin de ne pas être dérangés, d'aménager le poste de travail afin d'éviter les troubles musculo-squelettiques, d'organiser le travail via des horaires fixes, de prendre des pauses régulières, d'anticiper ou encore de planifier la charge de travail. Ça peut être aussi communiquer sur son statut, que ce soit pour les personnes extérieures à l'entreprise, mais également en interne. Je suis occupée ou je suis libre, pour éviter d'être dérangée pendant certaines tâches et garder une concentration. Communiquer et sensibiliser aussi sur le droit à la déconnexion, puisque le télétravail implique également une augmentation à la connexion, et donc il y a la notion du droit à la déconnexion qui risque de se poser, d'adapter les objectifs et le suivi de l'activité, et d'organiser aussi une assistance concernant les moyens informatiques, puisqu'on n'est pas forcément tous à l'aise vis-à-vis de l'outil informatique que va impliquer la mise en place du télétravail. Le deuxième facteur, le sens du travail et les conflits de valeurs. Donc, par rapport au télétravail, le risque que l'on va pouvoir trouver, c'est un sentiment d'être moins productif, comme on a pu le voir d'ailleurs sur le risque précédent, le facteur précédent. On peut avoir un sentiment de ne pas faire un travail de qualité pour le coup, un sentiment d'être à l'écart par rapport à certains collaborateurs qui, eux, sont en poste, ou avoir du mal à vivre la redéfinition des missions, comme on a pu le voir dans le confinement. On se retrouve sur un télétravail certes subi, imposé, où on a des missions qui sont modifiées parce qu'on se retrouve chez soi et qu'on n'a pas la possibilité de faire les mêmes tâches que quand si on était à son bureau. Et donc, cette redéfinition de mission peut être mal vécue. Elle peut faire un appel à une perte de sens, le sentiment de ne pas se sentir utile sur les tâches qui me sont confiées par rapport au télétravail. Donc, les différentes pistes qu'on vous propose, c'est d'apporter une vision globale pour pouvoir redonner du sens aux missions et au rôle de chacun, puisqu'on a tendance à voir seulement ce que nous, on produit et pas avoir cette vision d'ensemble, de réajuster le niveau d'exigence de la qualité du travail demandé en lien avec les ressources données, pour éviter que les collaborateurs puissent être stressés sur on va dire la productivité, le niveau de productivité. Donc, de rappeler que ce télétravail impacte certaines choses, et notamment le besoin de travailler différemment. Et donc, le niveau d'exigence de la qualité peut également être revu à la baisse au vu des ressources et de la situation exceptionnelle. D'effectuer un travail de réflexion et de concertation collectif sur les décisions de l'organisation des tâches et des missions, pour se mettre d'accord sur qui fait quoi, comment c'est fait. Ça redonne du sens et ça permet d'avoir des objectifs clairs sur une vision collective. Le troisième facteur, l'insécurité de la situation de travail. Alors, dans le cas du télétravail, ça va passer par plusieurs choses. La peur des retards de versement de salaire, la peur de perdre son emploi, la peur sur l'avenir de l'entreprise, notamment au vu du Covid-19, la difficulté à se projeter sur la reprise de l'activité ou la reprise dite normale, la peur du manque de moyens pour travailler en sécurité, notamment s'il y a un retour, ce qui est le cas avec le déconfinement sur du présentiel, avec le respect des gestes barrières, l'instabilité des effectifs, qui travaille pas, qui est encore en chômage partiel, qui est en arrêt. Donc, comment faire en sorte que tout ça refonctionne correctement. Donc, en termes de plan d'action et de mesures, l'idée est de communiquer. C'est un petit peu la clé sur ce facteur-là. Communiquer sur les conséquences psychologiques du confinement
et du déconfinement, de communiquer sur la situation de l'entreprise régulièrement, même s'il y a des incertitudes, sans être alarmant bien entendu, mais plus une direction va communiquer régulièrement, plus ça va rassurer, sécuriser, puisque ça va donner une image à l'équipe qu'il y a quelqu'un au-dessus et qui est présent et qui s'occupe, même si il y a des incertitudes. Ça donne un cadre, ça donne du contenant. Informer sur l'avancement de l'organisation du travail avec les nouvelles règles, les mesures à tenir, organiser le retour des collaborateurs, donc en informant à distance, en débriefant, en échangeant sur les craintes, sur les ressentis avant la reprise de l'activité en présentiel, faire participer différents acteurs à l'élaboration de consignes sanitaires pour pouvoir comparer les consignes avec le réel du travail. Ça permet d'accepter plus facilement par les collaborateurs les nouveaux codes de civisme et ne pas les considérer comme des contraintes. Ou encore, ça peut passer par proposer un soutien externe, que ce soit de l'ordre psychologique ou social. Pour le facteur suivant, qui est l'exigence émotionnelle, donc ça va être tout ce qui est lié au contact avec un public. Donc là, dans le cadre du télétravail, ça va passer par des clients, des fournisseurs qui peuvent être exigeants, un contact téléphonique avec un public qui peut être en souffrance. Donc, on peut être face à de la violence verbale. Donc, en termes de plan d'action, ça peut être identifier les situations de mécontentement des clients, des usagers, pour pouvoir définir par la suite des moyens ou des conduites à tenir spécifiques à certaines situations de mécontentement, surtout si elles sont régulières et qu'elles reviennent et que c'est tout le temps les mêmes situations. Ça peut être aussi sensibilisé par une communication auprès des clients, des fournisseurs ou encore des usagers, sur les conditions actuelles, expliquer comment vous êtes organisé, l'adaptation qui est mise en place vis-à-vis de la situation exceptionnelle, le fonctionnement que vous mettez en place, qui peut limiter certaines violences verbales au téléphone, parce qu'une meilleure compréhension par le client, les fournisseurs ou encore l'usager. Et après, ça peut être aussi proposer un accompagnement spécifique à un collaborateur ou des collaborateurs face à des situations douloureuses ou traumatisantes. On peut parler par exemple de cellules psychologiques, d'échanges de pratiques ou de groupes de parole vis-à-vis de l'équipe. L'avant-dernier facteur qui va être le facteur de l'autonomie. Alors dans ce facteur-là, par rapport au télétravail, on peut parler d'autonomie qui peut être trop importante puisqu'effectivement on se retrouve chez soi et être amené à devoir faire des missions qui nous demandent de la responsabilité de manière plus intense par rapport à l'habitude, et le collaborateur peut se retrouver en stress par rapport à l'autonomie qui est trop importante ou jugée trop importante à son goût. La difficulté face au télétravail, puisque si c'est quelque chose, un mode de fonctionnement qui est nouveau, donc la non-expérience du télétravail qui peut mettre en difficulté le collaborateur parce qu'il peut avoir des difficultés à prioriser ses missions, des difficultés à s'organiser, des difficultés à utiliser les moyens de communication. L'outil informatique, entre autres, la mise en place de visio, l'utilisation de la messagerie instantanée, donc plein de modes qui restent nouveaux. Du coup, en termes de plan d'action et de mesures de prévention, on revient sur la clarification des rôles, des missions et les attentes à travailler. Donc, quelles sont les missions prioritaires? Qu'est-ce qui a été redéfini, par exemple? Donc, le manager qui peut aider son collaborateur à trouver ses priorités dans ses missions, l'aider à s'organiser. Questionner et évaluer la marge de manœuvre dont le collaborateur a besoin. Est-ce qu'il en a trop? Est-ce qu'il n'en a pas assez de marge de manœuvre pour justement réaliser ses missions, prioritaires ou pas? Recueillir les idées d'amélioration des collaborateurs qui parfois ont de très bonnes idées, qui ne sont pas forcément coûteuses, mais qui apportent de la flexibilité ou une meilleure manière d'organiser ou de communiquer sur le travail et l'organisation de l'entreprise au sens large, de valoriser le volontariat pour de nouvelles missions. Forcément, on a tous dû faire face à ce télétravail imposé qui a amené la mise en place de nouvelles missions en télétravail. Donc, le volontariat peut permettre aussi aux personnes de favoriser une autonomie et d'amener justement et de donner du sens au travail, puisque vous avez vu, les facteurs, elles communiquent entre elles. Ces différents facteurs communiquent. Identifier les difficultés de communication pour pouvoir adapter le moyen ou les moyens aux collaborateurs qui peut être
qui peut être en difficulté sur l'utilisation d'outils informatiques, de la visio, comment se connecter, comment utiliser ces moyens de partage et de communication, renforcer la reconnaissance et le soutien individuel en encourageant, félicitant, que ce soit par mail, par visio, par entretien téléphonique. L'idée voilà, est qu'on félicite, qu'on encourage, qu'on remercie de manière individuelle. Et le dernier facteur qui va faire appel aux rapports sociaux au travail, ce qu'on peut appeler le climat social, le soutien entre collègues, direction, niveau hiérarchique. Alors, face au télétravail, forcément, on va parler du risque d'isolement, le confinement professionnel, qui peut amener un manque de soutien hiérarchique, un manque de soutien entre collègues, un manque de reconnaissance, une incompréhension aussi entre le salarié qui est en télétravail, celui qui est en poste ou encore celui qui est au chômage partiel. Et cet isolement renforce souvent, la plupart du temps, les tensions qui sont déjà existantes en amont de ce fameux télétravail subi. Donc, en termes de plan d'action, tout à l'heure, on parlait d'encourager, de remercier d'un point de vue individuel. Forcément, sur ce climat social, ces rapports sociaux au travail, cette fois-ci, c'est encourager, remercier, valoriser, mais d'un point de vue collectif, donc pour développer le soutien collègues, managers, direction, utiliser les outils de communication pour garder le contact avec les collègues, planifier des temps de réunion et d'échange. Tout à l'heure, on pouvait planifier des temps d'échange plus individuellement entre un manager ou la direction avec son collaborateur. Il y a aussi toute la notion collective, donc de planifier des temps et des réunions d'échange en collectif, puisqu'on n'apporte pas du tout les mêmes éléments et les mêmes aspects d'un point de vue psychologique aux personnes, de manière individuelle ou collective. S'assurer d'un contact régulier entre le manager et chaque membre de son équipe. Valoriser les échanges et le soutien entre collègues en utilisant les outils de communication pour garder le contact. Donc, plusieurs façons de faire, la visio, les appels téléphoniques, la messagerie instantanée, le mail. Expliciter clairement les règles de fonctionnement du télétravail et veiller à l'équité. Clarifier les rôles, on l'a dit tout à l'heure. C'est une redite, certes. Les nouvelles missions, notamment de chacun auprès de l'ensemble du personnel, c'est bien de clarifier les rôles de manière individuelle pour donner du sens au collaborateur qui peut perdre la motivation parce qu'il perd du sens à son travail. Mais c'est aussi intéressant de clarifier les rôles auprès de l'ensemble du personnel pour que les choses soient bien claires d'un point de vue collectif et communiquer régulièrement sur l'évolution de la situation. Donc, c'est vrai que la communication est quelque chose d'assez clé par rapport au télétravail. Voilà vis-à-vis de ces différents facteurs qui permet d'anticiper la venue de risques psychosociaux au sein de l'entreprise, Alice. Merci Elina Rouet. Donc, on a vu ces 6 facteurs qui peuvent favoriser l'apparition des risques psychosociaux en situation de télétravail. Aujourd'hui, le déconfinement a eu lieu. Le télétravail peut basculer sur un mode organisationnel plus classique. Tout dépend de où vous en êtes dans votre structure. Est-ce que aujourd'hui vous étiez déjà en télétravail, mais le confinement a accéléré ou a intensifié ces phases de télétravail? Ou est-ce que c'était tout nouveau pour vous? N'hésitez pas à nous répondre sur la conversation sur le chat du webinaire. Pour nous, il est important de faire un bilan du télétravail forcé ou encore du mode dégradé pour mieux valoriser l'apprentissage et l'expérience collective. Faire un retour d'expérience de cette période est importante pour identifier les possibles facteurs de risque, les possibles souffrances au travail durant cette période. Et donc, ensuite, on propose un aspect plus juridique du télétravail par une explication plus concrète et plus encadrée du Code du travail avec Lucie Bâtonneau, juriste au Quai des entreprises. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, Lucie Bâtonneau, je suis juriste au sein du Quai des entreprises et du MEDEF Côte d'Opale. Et donc, effectivement, je vais faire un point sur les aspects juridiques du télétravail et comment l'encadrer si on veut le pérenniser. Donc, dans un premier temps,
on va rappeler la définition juridique du télétravail. Donc, le télétravail, c'est un mode d'organisation du travail et il est défini par l'article L1222-9, alinéa 1er du Code du travail, donc, qui vient poser la définition qui est la suivante. Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Donc, le télétravail, en fait, c'est un travail que le salarié pourrait très bien faire sur son lieu de travail habituel, mais qu'il effectue à distance, donc soit chez lui, soit dans un espace de coworking, soit dans tout autre lieu qui n'est pas son lieu de travail habituel. Et donc, comme le rappelle le Code du travail, le principe, c'est bien que le salarié effectue, enfin que le télétravail est effectué de façon volontaire. Et donc, le recours au télétravail est basé sur le principe du double volontariat. Donc, que ce soit aussi bien de la part du salarié, le salarié doit être volontaire pour télétravailler, mais également le volontariat de la part de l'employeur, dans le sens où l'employeur n'a aucune obligation d'instaurer le télétravail au sein de l'entreprise. Donc, il faut que ce soit un moyen, un mode d'organisation du travail qui puisse convenir aux deux parties. Je vais faire également un petit point sur la différence entre télétravail régulier et occasionnel pour bien avoir conscience des différentes notions. Le télétravail régulier donc a un caractère constant. Donc, par exemple, on peut prévoir que le salarié sera en télétravail tous les lundis ou sera en télétravail tous 2 jours par semaine. Donc, on instaure les jours, par exemple le mercredi et le vendredi, et ça a un caractère constant. Les jours sont fixés à l'avance et on ne déroge pas à ces jours préalablement fixés. À l'inverse, le télétravail occasionnel va avoir un caractère ponctuel et provisoire, donc il sera mis en œuvre en fonction des besoins, à la fois des besoins du salarié, mais ça peut être aussi également des besoins de l'employeur. Donc, par exemple, du salarié, s'il a, je ne sais pas, si par exemple il a un problème avec sa voiture ou un problème, il y a une intempérie, il peut éventuellement se rapprocher de son employeur pour qu'il convienne de mettre le salarié donc pour une journée en télétravail occasionnel. Mais ça peut être aussi, ça peut répondre à un besoin de l'employeur qui, à un moment donné, convient de mettre en place le télétravail occasionnel pour un salarié si, par exemple, ça l'arrange à un moment donné. Et donc, je vais faire un petit point, un petit focus donc, sur le recours au télétravail pendant l'épidémie de Covid-19, puisqu'on a vu que le télétravail, normalement, repose sur la base du volontariat. Néanmoins, dans le Code du travail, il y a un article L1222-11 qui vient régir une situation un peu particulière, donc qui nous dit qu'en cas de circonstances exceptionnelles, et notamment de menaces d'épidémie ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail qui est rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. Donc, dans ce cadre-là, on est dans le cadre d'une exception au télétravail volontaire et donc le télétravail peut être imposé en cas de circonstances exceptionnelles et notamment en cas de menace d'épidémie. Donc, c'est sur cette base que majoritairement le recours au télétravail pendant l'épidémie de Covid-19 s'est fait sur cette base, puisqu'on a eu des mesures gouvernementales qui ont imposé un confinement et qui sont venus dire que pendant cette période de confinement,
le recours au télétravail était la norme. Les entreprises n'avaient pas toutes prévu ce cas-là, donc ça s'est un peu également imposé à elles. Et donc, le recours au télétravail pendant la période d'épidémie de Covid-19 s'est fait sur cette base de cet article L1222-11 du Code du travail et donc sur la base des circonstances exceptionnelles et notamment la menace d'épidémie. Alors maintenant, comme ce recours au télétravail s'était imposé, certaines entreprises et certains salariés ont trouvé peut-être que ce mode d'organisation convenait à l'une ou l'autre des parties et il se peut que les entreprises n'aient pas prévu le cas et veulent savoir comment pérenniser le télétravail. Et donc, l'article L1222-9, donc on revient sur le premier article qui a été présenté, dispose que le télétravail peut être mis en place soit dans le cadre d'un accord collectif ou à défaut dans le cadre d'une charte qui est élaborée par l'employeur après avis du CSE s'il est en existant dans l'entreprise. Et le Code du travail nous dit également qu'en l'absence de charte ou d'accord collectif, lorsque le salarié et l'employeur conviennent de recourir au télétravail, ils peuvent formaliser leur accord par tout moyen, donc que ce soit par avenant au contrat de travail, mais ça peut être également par mail. Le conseil, c'est de formaliser l'accord par écrit. Donc ça peut être aussi bien sur un télétravail régulier où on prévoit les modalités réguliers en disant par exemple le salarié va être en télétravail tous les lundis, ou ça peut être également pour une journée en cas de télétravail occasionnel. Mais le conseil, c'est quand même si c'est pour un jour, de formaliser l'accord des deux parties. Et donc, afin de pérenniser le télétravail, l'accord collectif ou la charte qui va être élaborée par l'employeur vont devoir préciser certains éléments qui sont prévus par le Code du travail, et notamment l'accord ou la charte doivent préciser les postes éligibles au télétravail, puisque certains postes, de par leur nature, ne sont pas éligibles au télétravail. On va également devoir préciser dans la charte ou l'accord les conditions de passage en télétravail. Donc, ça va impliquer de définir notamment les cas et les modalités de recours, que ce soit au télétravail régulier, mais aussi bien au télétravail occasionnel ou éventuellement en cas de circonstances particulières. Donc, il faut préciser les conditions de passage en télétravail des personnes en situation de handicap, éventuellement pour les salariés enceintes ou pour les salariés qui sont atteints d'une maladie qui peut être considérée d'une maladie grave. On peut prévoir ces cas-là. L'accord et la charte doivent également prévoir les conditions de passage en télétravail en cas d'épisode de pollution de l'air. Donc, c'est des épisodes de pollution qui ont conduit le préfet à prendre des mesures pour limiter l'ampleur et les effets des épisodes de pollution. Donc ça, c'est expressément prévu par le Code du travail. On doit envisager cette situation-là. Également, on doit envisager les conditions de recours à une exécution du contrat sans télétravail. Donc, c'est ce qu'on appelle les conditions de réversibilité. L'accord ou la charte doivent également préciser les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail. Donc, ça peut être, par exemple, on peut convenir que ce soit par avenant au contrat de travail ou par tout moyen écrit. Et également, on doit envisager et prévoir les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail, ainsi que la détermination des plages horaires pendant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le télétravailleur. Donc, c'est pas
sur ce cas-là, ce n'est pas la détermination des horaires de travail, puisque comme le télétravail est un mode d'organisation du travail, le salarié conserve ses horaires habituels, mais par contre, on doit déterminer des plages horaires pendant lesquelles le salarié peut être contacté. Ça peut être les mêmes plages que ses horaires de travail ou des plages qui peuvent être plus restreintes. Et enfin, l'accord ou la charte doivent préciser les modalités des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail. Donc, l'employeur doit prévoir les modalités d'accès des travailleurs des personnes en situation de handicap au télétravail, et il doit pouvoir justifier et motiver son refus s'il refuse l'accès justement au télétravail à une personne en situation de handicap. Voilà, donc j'en ai terminé pour la partie sur les aspects juridiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous remercie. Merci Lucie Batonneau. En effet, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, pour rappel, nous sommes enregistrés et en direct sur YouTube. Donc, vous pouvez poser vos questions via le chat ou directement en mettant votre micro en marche si vous préférez. Nous vous laissons quelques minutes pour écrire vos questions ou pour les poser. Pour rappel, première partie par le docteur Lebas sur qu'est-ce que les risques psychosociaux. Une deuxième partie par Elina Rouet, psychologue du travail, sur les 6 facteurs de RPS en situation de télétravail, avec quelques pistes de plans d'action à mettre en place au sein de vos structures pour réduire les RPS. Et une dernière partie sur l'aspect juridique du télétravail par Lucie Batonneau, juriste au Quai des entreprises. Alors, nous avons une question. Bonjour, quid des assurances si on arrive de chez soi et doit-on modifier... Alors, si on travaille de chez soi et doit-on modifier l'adresse sur le contrat de travail? Je vais laisser Lucie Batonneau répondre à cette question. Oui, alors effectivement, la plupart des chartes ou des accords prévoient de formaliser la mise en télétravail. Le plus souvent, ce serait par avenant au contrat de travail, mais bon, ça peut être aussi par écrit. Mais dans la plupart des cas, les avenants au contrat de travail comportent une clause justement sur l'assurance. Et effectivement, on prévoit que le salarié est assuré en cas de risque s'il arrive quelque chose. Alors ensuite, en cas d'accident, normalement, lorsqu'on est en télétravail, il y a une présomption d'accident du travail lorsque le salarié est en télétravail au jour prévu ou même même en télétravail occasionnel, d'où l'importance de formaliser l'accord en disant ce jour-là, tel salarié sera en télétravail. Et donc, si un accident du travail arrive pendant que le salarié est censé être en télétravail, il y a une présomption d'accident du travail. Et est-ce qu'on doit modifier l'adresse sur le contrat de travail? Normalement, l'adresse, on doit prévoir en fait dans le contrat de travail que le lieu d'exécution habituel du travail, c'est bien l'adresse de l'entreprise. On peut éventuellement prévoir dans un avenant l'adresse du salarié, mais ce n'est pas vraiment
indispensable ni même conseillé puisque l'adresse peut être amenée à changer. Donc, on peut mieux vaut prévoir que l'organisation en télétravail aura lieu au domicile du salarié, mais on n'est pas obligé de préciser l'adresse exacte du salarié. Merci Lucie. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant les aspects juridiques ou plutôt l'aspect risques psychosociaux du télétravail? N'hésitez pas à enclencher votre micro si vous préférez ou à poser la question sur le chat. Si nous n'avons pas d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous par la suite. Nous restons à disposition. Pour rappel, le support vous sera envoyé par mail à l'adresse mail indiquée où vous avez reçu l'invitation. Nous avions 3 parties sur travail et crise sanitaire vers une généralisation du télétravail. Et donc, voici cette première session terminée sur les risques psychosociaux et un aspect juridique. La prochaine session sera le 2 juillet à 14 h. Télétravail et organisation, ce qui a changé. Et la troisième session sera le 7 juillet à 11 h. Télétravail, attention aux pratiques addictives. Nous vous remercions de votre participation et donc vous pouvez retrouver toutes les informations Astil sur notre site astil62.fr ou sur votre portail adhérent. Bonne journée à tous. Bonne journée.